Propagande, bobard, tyrannie médiatique, manipulation, fake news, oligarchie, réinfo. Retrouvez chaque semaine une nouvelle émission. Réinformez-vous sur Immédiat TVL. Si je vous dis qu'il est énarque, essayiste, président de Polémia et cofondateur de l'Institut Iliade, que ce studio est presque le sien puisqu'il y est tous les jeudis pour l'émission Immédiat, vous me direz que c'est Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Martial. Merci d'être sur TVL à nouveau ce jeudi, jour d'enregistrement de cette émission, pour ce petit ouvrage important intitulé « La société de propagande ». Manuel de résistance au goulag mental. C'est au nom de la stabilité que notre société postmoderne a mis en place un appareil de propagande qui touche tous les aspects de la vie, finalement, du berceau au tombeau. Oui, alors, pour des raisons de stabilité, parce que la société est fragilisée à la fois par un individualisme très grand, et par la juxtaposition, aujourd'hui, de gens issus de communautés différentes et donc ne partageant pas les mêmes valeurs, les mêmes origines. Et donc il faut bien quelque chose pour maintenir tout ça en état de fonctionnement ou de semi-fonctionnement. Et comment fait-on ? Eh bien, on rentre le logiciel du système dans la tête, dans les cerveaux, dans le temps de cerveau disponible, grâce à la propagande. Si la propagande est liée dans l'esprit public, on va dire, aux idéologies totalitaires, Staline, Goebbels, vous dites, eux n'ont rien inventé, et vous affirmez que la propagande moderne, elle est née plutôt à la fin du 19e siècle, et vous avancez un maître de la manipulation des esprits, de la théorisation de cette manipulation des esprits, qui est Édouard Bernays. Oui, alors honnêtement, Goebbels et Boukharine ne sont pas les inventeurs de la propagande. L'inventeur de la propagande, c'est effectivement Édouard Bernays, qui est un Américain, neveu de Freud, et qui a théorisé le travail des cabinets de relations publiques américains, à la fois dans le domaine de l'entreprise, de la publicité, et dans le domaine politique. C'est notamment Bernays qui a vendu l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 en préparant le terrain, puisque les États-Unis, les Américains étaient fondamentalement isolationnistes, et Bernays, au service de Wilson, a fait en sorte que l'opinion publique évolue en faveur de l'intervention par toute une série de techniques de relations publiques et de propagande, et il a écrit tout cela dans un petit livre qui est un peu postérieur, puisque le petit livre date de 1927 ou 1928, et qui s'appelle tout simplement Propaganda. C'est très petit, mais il y a toutes les techniques de manipulation. D'ailleurs, le petit livre est sous-titré « Comment manipuler l'opinion en démocratie ». Vous voyez qu'on est dans l'actualité. Et il est associé à Henry Ford aussi, comme un des pères du consumérisme aussi d'ailleurs. Oui, parce que effectivement, la théorie quand même, c'est qu'il pense agir pour le bien, puisque par la publicité, on étend le nombre de produits qui peuvent être vendus, le nombre de gens qui peuvent acheter un produit, donc on diminue le coût du produit, donc on augmente le nombre de gens qui peuvent en bénéficier. Donc il y a une espèce de légitimation par la consommation de la publicité. Mais encore une fois, il intervient pas seulement dans le domaine de la consommation, il intervient aussi dans le domaine public. On doit aussi à Bernays quelque chose de très important, le cancer des poumons des femmes, puisque les femmes ne fumaient pas, disons au début du XXe siècle, les femmes ne fumaient pas. Et donc les producteurs de tabac, les vendeurs de cigarettes, se sont dit c'est quand même bête, on a la moitié du marché, on a les hommes, on n'a pas les femmes. Ah, comment faire pour avoir les femmes ? Eh bien, ils sont allés financer les associations féministes. Vous voyez qu'on est quand même presque dans l'actualité. Ils sont allés financer les associations féministes pour leur dire, écoutez, on va vous aider, mais faudrait que vous montriez que le fait de fumer pour une femme, c'est un signe, mais dehors, c'est un signe d'émancipation.
Et donc c'est ce que les associations féministes ont fait, et le tabac s'est répandu, s'est féminisé, avec ses conséquences effectivement navrantes sur la santé publique. Voilà, mais ça c'est Bernès. Vous voyez que c'est quand même quelque chose. La société de propagande a imposé, vous dites, un goulag mental. Et après Bernès, donc, vous avancez aussi le nom d'une autre personnalité, un juriste et politologue américain, qui est Overton. Alors, Overton, c'est tout à fait différent. C'est beaucoup plus récent. Ce que Overton décrit, c'est le fait que à un moment donné, dans une société donnée, il y a un certain nombre d'idées qui sont acceptables, c'est-à-dire celles qui sont dans l'encadrement de la fenêtre. Et puis il y a des idées qui ne sont pas acceptables, voire qui sont interdites, qui sont en dehors de l'encadrement de la fenêtre. Et ce qu'Overton explique, c'est que grâce à la propagande, on peut déplacer la fenêtre. Alors je vais vous donner 2 exemples. Il y a 30 ans, le mariage des personnes de même sexe, c'était un sujet de plaisanterie, ça n'était pas considéré comme sérieux. Aujourd'hui, si vous contestez le mariage de 2 personnes de même sexe, vous êtes homophobe, donc vous exprimez une opinion qui est interdite et qui est même quasiment condamnable devant les tribunaux. De même, il y a 30 ans, on considérait normal qu'il y ait des frontières et que l'État protège l'entrée de ces frontières. Aujourd'hui, on considère que ça n'est plus possible, c'est une atteinte aux droits individuels. D'ailleurs, vous avez remarqué peut-être hier, Monsieur Macron a parlé pour les étrangers en situation irrégulière de clandestins, mais aussi de gens en attente de papier. Le titre de séjour étant devenu un droit. Voilà. Et à contrario, si vous combattez cela, eh bien, vous êtes xénophobe, vous êtes raciste, et là, vous êtes en dehors de la fenêtre d'Overton, qui, encore une fois, s'est déplacée. Moi, mon objectif, c'est de redéplacer la fenêtre d'Overton dans l'autre sens. Les techniques de propagande ont été analysées dans un que sais-je aussi que vous citez par Jean-Marie Doménac, qui est un homme de gauche. Est-ce que vous les reprenez à votre compte? Simplification et ennemi unique, grossissement et défiguration, répétition et orchestration, transfusion, unanimité et contagion. Oui, on voit ça tous les jours dans le système médiatique. Hein. Encore une fois, mais aussi avec la publicité. On essaye ce qu'on appelle la transfusion, on essaye de partir d'un sentiment généralement partagé pour arriver à la conclusion auquel on veut arriver. Typiquement, quand il y a eu le corps du petit Aylan retrouvé sur une plage turque, on a joué sur l'émotion ressentie assez naturellement à la vue de la photo de ce petit enfant pour aller au résultat qui était ouvrir les frontières à l'immigration. Vous avez même cette scène absolument extraordinaire à l'époque d'une journaliste qui interroge Onfray et qui lui dit « Vous n'avez pas proposé l'accueil des migrants ». Sous-entendu, c'est une obligation de proposer l'accueil des migrants dans ces circonstances. Pour illustrer ce que Konrad Lorenz appelait la contagion de l'endoctrinement, vous parlez de convergence de 3 propagandes, la propagande savante, la propagande populaire et la propagande institutionnelle. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ces 3 types de propagande? Alors, la propagande savante, par exemple. Alors, la propagande savante, elle peut s'appuyer sur des sondages. Les sondages, ça consiste à poser les bonnes questions. Et quand on pose les bonnes questions, on a les réponses qu'on souhaite. La propagande savante, c'est aussi les statistiques. Alors les statistiques, il faut choisir les bonnes statistiques, celles qu'on publie et celles qu'on ne publie pas. Et la propagande savante, c'est aussi la propagande des experts ou la propagande, entre guillemets, des scientifiques. Alors on vous dit, mais c'est la science, c'est une étude scientifique. Mais ce qu'il faut savoir, que pour faire une étude scientifique, il faut un financement. Et donc, certaines études vont être financées, d'autres études ne vont pas être financées. Je prends un exemple qui fait une assez large unanimité actuellement, je pense à tort, qui est la question du climat. Vous voulez faire une étude pour montrer
une corrélation entre le réchauffement climatique et le rejet des gaz à effet de serre, vous allez trouver de l'argent. Vous voulez financer une étude qui part sur d'autres hypothèses ou qui est plus critique ou qui veut montrer qu'il y a beaucoup d'autres influences que cela sur le climat, vous aurez beaucoup plus de difficultés à trouver des crédits. Et donc, il y a un biais aussi, y compris dans ce qu'on appelle la science. Il n'y a pas la science, il y a des travaux scientifiques plus ou moins rigoureux, plus ou moins désintéressés, mais on utilise, c'est la propagande savante. La science dit, vous savez, on nous a dit pendant le Covid, on a dit la science nous dit. Tu parles, tout ce qu'on nous a dit il y a 2 ans s'avère aujourd'hui très largement faux. Donc, mais la propagande savante, c'est la science, c'est les experts. Et si vous ne suivez pas la science ou les experts, c'est mon pauvre Martial Bild que vous êtes un demeuré, pardon. On va s'y faire. La Voilà. fabrique de l'opinion, en fait. C'est la fabrique de l'opinion. D'accord. Et alors, par rapport à ça, la propagande populaire, c'est quoi exactement? Alors, la propagande populaire, c'est la propagande qui vise directement les masses. Alors, c'est celle qui peut s'exercer à travers la publicité, qui touche tout le monde, à travers le sport-spectacle, qui est un instrument de propagande tout à fait extraordinaire, à travers les séries. Les séries, si vous regardez aujourd'hui les séries d'Amazon ou de Netflix, vous allez avoir forcément une reine d'Angleterre qui va être noire, vous allez avoir des couples transgenres. C'est pareil d'ailleurs pour les séries françaises. Là-dessus, on est tout à fait à la hauteur. Faut pas croire qu'on est toujours loin derrière les autres. Non, non. Donc ça, c'est la propagande populaire. Dans la propagande populaire, il y en a de plus subtil encore. C'est la propagande à travers les entreprises. Puisque les entreprises, maintenant, ont des chartes éthiques, des règles de comportement qui s'imposent avec, en plus, le poids de la hiérarchie et de la discipline. Vous parlez aussi du prix Nobel de littérature. Là aussi, il y a la propagande. Annie Ernaux, c'est de la propagande. Oui, je ne pense pas que ce soit à cause de ses qualités littéraires, mais le prix Nobel de littérature d'avant, c'était un Kényan installé à Londres depuis 30 ans et écrivant des histoires de réfugiés. Un Kényan que personne ne connaissait, donc vous voyez, le prix Nobel de littérature, ça c'est sérieux. Et alors, soi-disant, par parenthèse, puisque vous avez parlé de Madame Arnaud, le prix Nobel de littérature de Madame Arnaud, c'est la première page de Libération et 3-4 pages derrière. Le prix Nobel de physique, à mon avis un peu plus sérieux, c'est en 17e page. Voilà. La propagande institutionnelle, alors par rapport aux 2 autres que vous avez définis? La propagande institutionnelle, c'est celle qui est financée sur l'argent public, c'est les commémorations, c'est les journées. Exemple de propagande institutionnelle, quand il y a eu le centenaire de la bataille de Verdun, l'idée d'aller chercher un rappeur, et puis à défaut de faire un rappeur, de faire courir de manière totalement désordonnée un certain nombre de jeunes au milieu des tombes. Voilà de la propagande institutionnelle. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Ce sont les propagandes notamment des institutions européennes qui vous mettent l'Europe de demain et qui représentent une femme en hijab. Voilà. Face à la société de propagande, est-ce qu'il faut faire comme vous le faites, c'est-à-dire y répondre sur immédiat, c'est l'émission que vous faites sur TV Liberté, par ce que vos contempteurs disent aussi être une forme de propagande? C'est une forme de rectification, c'est une réinformation. Ceci étant, Immédiat ne traite qu'une partie du problème, dans la mesure où Immédiat traite principalement de la propagande et de la désinformation médiatique, mais qu'il n'y a pas, encore une fois, que cela. Il y a tout ce qui est divertissement, tout ce qui est sport, tout ce qui est spectacle, tout ce qui est entreprise. Donc, Immédiat ne traite qu'une petite partie du sujet. Alors face à ce goulag mental, je reprends toujours le terme qui est le vôtre, vous prenez un plan audacieux en 3 parties: dissidence, rébellion et sécession. Et c'est quand même beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il faut déjà, il faut fabriquer des anticorps face à la propagande. Voilà.
Et donc, avoir en permanence l'esprit critique. Hein, il ne faut pas dire « Ah, c'est formidable, le gouvernement a dit ça, donc ça doit être vrai ». Non. Il ne faut pas dire « Le Monde a dit ça, c'est un journal de référence, donc ça doit être vrai, TF1 a dit ça ». Non. Il faut être systématiquement critique. Il faut d'ailleurs être critique par rapport à l'esprit critique, parce qu'il peut arriver quand même que les grandes institutions disent des choses justes. Donc, vraiment développer l'esprit critique. Comment on développe l'esprit critique ? Eh bien, par la lecture, par la formation, par le recours aux humanités. C'est précisément pour ça qu'on les a supprimés de l'éducation dite nationale. Enfin, je dis d'éducation dite nationale. Le même phénomène s'observe dans les autres pays européens. Pourquoi ? Parce qu'en supprimant les références littéraires, les références aux humanités, on sape la base de l'esprit critique et donc on rend perméable aux propagandes. Ça, je veux bien comprendre que ça soit de la dissidence. Je vois bien ce qu'est de la rébellion, le refus d'accepter. La sécession, c'est quand même un terme qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, c'est rompre avec le système. C'est sortir de ce système. Et essayer effectivement d'échapper au système. Moi, j'observe parmi les manières d'échapper au système, il y a la fuite, on part, et il y a l'organisation. Moi, je vois parmi les jeunes gens ou les jeunes femmes engagées, un certain nombre qui choisissent d'être leur propre patron, d'avoir leur propre entreprise. Ça peut être la start-up, ça peut être dans le numérique, ou ça peut être comme plombier. Mais c'est une manière d'assurer son indépendance beaucoup plus que si on est au service d'une grande entreprise et donc directement ou indirectement au service de Big Brother. Alors de la sécession, on passe même à la reconquête. Vous l'avez dit tout à l'heure, je veux redéplacer la fenêtre d'Overton à droite toute dans votre esprit. Oui, absolument. Voilà, à droite toute. Absolument. D'accord. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Et donc là, vous prenez 20 commandements, hein, pas 10, parce que ça serait... Oh, ça serait trop limitatif, Martial Bulle, vous l'avez bien compris. 20 plus 1, en fait. Mais on va garder le dernier pour la bonne bouche. Donc, ces 20 commandements, quels sont-ils finalement ? Quels sont les prioritaires ? Mettre en cause les incohérences, dénoncer les contre-vérités, ne pas plier, ne pas céder, imposer la réciprocité. On commence par quoi ? Alors, je vais vous dire, on va prendre imposer la réciprocité. C'est-à-dire que vous êtes dans une réunion, mettons une salle de prof, un restaurant d'entreprise ou une réunion de famille. Vous n'êtes pas obligé de faire acte de vos convictions susceptibles de choquer. En revanche, si l'un des participants à la réunion, au dîner, met fermement en avant ses convictions politiquement correctes, eh bien, il faut opposer à ces convictions d'autres convictions. Parce que sinon, c'est comme ça. Sinon, vous avez un phénomène de cascade d'opinion qui se produit. Qu'est-ce que c'est qu'une cascade d'opinion ? C'est qu'une opinion dominante a toujours tendance à être de plus en plus dominante parce que personne n'ose la contester. Bon. Alors, c'est pas facile. Si quelqu'un vous dit le mariage gay c'est formidable, c'est pas facile de dire est-ce que c'est la priorité ? Si quelqu'un vous dit la transphobie c'est horrible, bon, si quelqu'un vous dit j'ai peur, la planète va brûler, c'est terrible, c'est pas forcément facile. Mais si vous le laissez dire dans la salle, dans la réunion, tout le monde va se taire. Si vous commencez à contrer avec des arguments, avec des nuances, eh bien, vous allez voir que parmi les 5, 6, 7, 8 personnes présentes, il y en a un ou deux qui va dire « bah oui, finalement, vous n'avez pas tort ». Et donc, il faut inverser le processus. Ne pas accepter la doxa que les autres veulent imposer et relaient. Il y a quand même des formes positives d'action dans les commandements. Par exemple, rester positif, c'est le cas, valoriser le bel et le bon. Ça aussi, ça fait partie du dispositif pour résister à cette propagande. Oui, parce que il faut, quand il y a des bonnes choses, je crois qu'il y a
une émission une chaîne YouTube qui met en avant systématiquement des exemples positifs, des réussites. Que ce soit des réussites entrepreneuriales, la protection du patrimoine, des actions de solidarité, il faut mettre ça en avant. Il ne faut pas être uniquement ronchon, si je puis dire. Et dernier point, enfin un des derniers points, il y en a 20, je n'ai pas fait les 20, solidarité internationale, anti-wokisme de tous les pays, unissez-vous. Je crois que le combat idéologique que nous menons en France se pose dans des termes assez comparables dans beaucoup de pays européens et même dans les excroissances extra-européennes de l'Europe, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, le Québec. Le Québec, d'ailleurs, nous a exporté un excellent produit avec Bock-Côté, ou même la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Je crois qu'il y a effectivement toutes les personnes d'ascendance européenne sont l'objet d'une vindicte générale de la part du wokisme, et de ce point de vue-là, il y a intérêt à faire jouer une certaine solidarité. Le +1 de vos commandements, le dernier commandement, tient en une phrase que vous citez, celle d'Homère, du combat, seuls les lâches s'écartent, et ce mot-là, il s'appelle courage. Oui, parce que ce que je vous ai raconté, alors c'est peut-être plus facile qu'au combat. Homère pensait au combat, à la guerre, au duel. Là, je suis dans un domaine un peu plus simple. Mais ce qui fait appel peut-être davantage au courage moral qu'au courage physique. Mais quand vous êtes seul de votre opinion dans une salle, ou que vous pensez être seul de votre opinion dans une salle, nous avons connu ça en d'autres temps, Martial Bild, et nous le connaissons encore, il faut un peu prendre sur soi-même pour s'opposer. Je crois que ça demande du courage, mais d'un certain point de vue, le courage est contagieux. Le courage est contagieux. La société de propagande. Donc, petit manuel de résistance au goulag mental. J'ai bien évidemment omis de vous préciser que cet ouvrage, comme tous les autres de ceux de nos invités, est disponible sur le site TVL. Vous allez sur la boutique de TV Liberté, sur le site tvl.fr, et vous pouvez le commander dès maintenant et le recevoir rapidement. Merci Jean-Yves Le Gallou, et on vous retrouve donc tous les jeudis pour l'émission Immédiat sur la chaîne YouTube Immédiat. Absolument. Merci Martial Bild. Merci à vous.